Comment faire des bots avec Python, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel sur PyAutoGUI. Dans un premier temps, on va voir quelles sont les fonctions les plus utiles pour faire toutes sortes de bots. Ces bots seront capables de bouger le curseur et cliquer avec la souris, voir ce qui se passe à l'écran et taper des choses sur le clavier. Puis on va faire ensemble 3 types de bots. Le premier projet sera un bot simple qui clique en fonction de la couleur d'un pixel. Ensuite, on fera un bot qui repère des images à l'écran pour cliquer dessus quand elles apparaissent. Et finalement, on va faire un bot plus complexe qui lit du texte à l'écran, qui le comprend et qui agit en fonction. Pour pouvoir développer ces bots, on va utiliser Python. Donc vous devez l'avoir installé sur votre machine pour suivre ce tutoriel. Mais pas de panique, le code de nos bots sera le plus simple possible, donc pas besoin d'avoir un gros niveau en Python pour comprendre ce qui se passe. Si vous n'avez pas Python, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Python, python.org, et une fois dessus, aller dans la partie téléchargement et télécharger sa dernière version. Une fois que vous avez le fichier d'installation, lancez-le. Sur le premier écran, cliquez bien sur la case pour ajouter le chemin Python dans le pass et faites suivant jusqu'à la fin de l'installation. Ensuite, pour taper le code, vous pouvez utiliser l'IDE ou l'éditeur de texte que vous voulez. Moi, je vais utiliser Visual Studio Code. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin en Python, j'ai une vidéo d'1 heure sur cette chaîne qui couvre l'installation de Python, celle d'un IDE et surtout toutes les bases utiles pour commencer à faire des projets concrets avec Python. Et vous trouverez le lien de cette vidéo YouTube en description de cette vidéo-ci. Maintenant, on a tout pour commencer à coder ces bots, enfin presque, car il nous manque le module Python qu'on va utiliser pour faire les bots et qui s'appelle PyAutoGUI. Alors, ce module, en gros, c'est un ensemble de bouts de code utiles que d'autres développeurs ont déjà codé pour qu'on ne doive pas réinventer la roue à chaque fois qu'on fait un nouveau programme. Et donc, dans le cas du module de PyAutoGUI, c'est un ensemble de fonctions qui vont nous permettre d'interagir avec l'écran, la souris et le clavier. Et donc, les modules comme PyAutoGUI, on peut les installer en se rendant dans un terminal et en tapant une commande. Mais avant de faire ça, on va créer un dossier qui va contenir tous les fichiers de nos différents bots. Donc, créez un dossier où vous voulez et rendez-vous dedans. Là, vous pourrez lancer un terminal en faisant clic droit, puis ouvrir dans le terminal. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez taper terminal dans Spotlight. Et si vous êtes sur Linux, vous savez sûrement comment avoir accès à un terminal. Aussi, si vous êtes sur un IDE comme PyCharm ou Visual Studio Code, vous avez sûrement accès à un terminal directement depuis l'IDE. Par exemple, sur Visual Studio Code, j'ai accès à un terminal que je peux lancer en cliquant sur ce bouton ou avec les raccourcis CTRL-J. Une fois dans le terminal, on va installer PyAutoGUI en tapant la commande pip install PyAutoGUI. Et là, tout s'installe très rapidement. Et voilà, maintenant, on peut commencer à coder des bots. Pour commencer, on va voir les fonctions les plus utiles avec PyAutoGUI. D'abord, pour pouvoir utiliser le module, on doit l'importer avec la ligne de code import PyAutoGUI qu'on met tout en haut du fichier. Maintenant, on va avoir accès à toutes les fonctions du module. Donc, par exemple, pour obtenir la taille de l'écran, on peut utiliser la fonction size qu'on peut ensuite mettre dans un print pour afficher le résultat de la fonction. Donc, j'écris la fonction print et dedans, je mets la fonction PyAutoGUI.size et quand je la lance, ça va afficher un objet de type size avec des coordonnées x et y qui représentent la taille de votre écran, avec x pixels sur l'axe horizontal de gauche à droite et y pixels sur l'axe vertical de haut en bas. Ensuite, on a la fonction position qui retourne la position du curseur au moment où on exécute la ligne de code. Donc avec ma résolution qui est 1728 par 1117, je mets mon curseur vers le milieu de l'écran et donc je devrais avoir plus ou moins la moitié de ces deux nombres, soit plus ou moins 860 et 550. Quand j'exécute la fonction, je vois que j'ai bien un objet de type point avec des coordonnées x et y qui correspondent au nombre auquel je m'attendais. Après, on a aussi plusieurs fonctions pour déplacer le curseur de la souris. On a moveTo qui prend en paramètre des positions x et y et qui va se déplacer à ces coordonnées. Donc si je mets ma souris tout à gauche de l'écran et que je fais un moveTo aux coordonnées du milieu de l'écran que j'ai récupéré juste avant, mon curseur devrait se téléporter à cette position. Et normalement, c'est bien ce qui se passe. Si au contraire, chez vous, rien ne s'est passé, c'est probablement un problème de permission. Pour régler ça, vous pouvez essayer de relancer votre terminal ou votre IDE en tant qu'administrateur sur Windows. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Windows, dites-nous en commentaire si vous avez trouvé une autre solution que celle que je viens d'expliquer, qui est d'exécuter le programme en tant qu'administrateur pour lancer des scripts qui contrôlent votre ordinateur. Sur Mac, il faudra ajouter le programme dans la liste de ceux qui peuvent contrôler l'ordinateur. Pour faire ça, allez dans Paramètres, et puis dans Sécurité et Confidentialité, et finalement dans Accessibilité. Là, vous pourrez ajouter votre IDE ou bien le terminal depuis lequel vous lancez vos scripts dans la liste qui sont capables de contrôler votre ordinateur. Et si c'est déjà là mais vous voyez que c'est désactivé, il suffit de cliquer sur le bouton pour le toggle vers la droite. Donc revenons au programme. Là, le curseur s'est déplacé tellement vite que j'ai dit qu'il s'est téléporté. Mais si on veut que le curseur se déplace plus lentement, on peut passer un troisième paramètre à la fonction qui est la durée du déplacement en secondes. Si je fais la même chose qu'avant mais en ajoutant une seconde de durée, on voit que mon curseur se déplace de là où il était de base jusqu'aux coordonnées que je lui ai passées et tout ça en une seconde. Donc move
Move-To permet de bouger de manière absolue aux coordonnées qu'on lui passe, mais on peut aussi se déplacer de manière relative à partir de là où on se trouve avec le curseur actuellement, avec la fonction Move. Disons qu'on se mette au milieu de l'écran et qu'on va se déplacer un peu à droite et un peu en bas. Si je fais PyAutoGUI Move et que je mets 200, je me retrouverai un peu en bas à droite. Et on peut aussi passer une durée en troisième paramètre de la fonction Move pour que là aussi le curseur prenne du temps pour se déplacer. Ensuite, on a différentes fonctions de clic. Avec PyAutoGUI, on va souvent se servir de fonctions de clic pour interagir avec ce qui se trouve à l'écran. Donc on a la fonction click qui prend en paramètre des coordonnées x et y, comme les fonctions move et move-to qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc la fonction click cliquera de base avec un clic gauche aux coordonnées qu'on lui passe. Mais on a aussi les fonctions double click pour cliquer 2 fois, middle click pour simuler le clic de la molette, et right click pour le clic droit. Et toutes ces fonctions prennent d'autres paramètres, comme le nombre de fois qu'on veut cliquer, l'intervalle entre deux clics, et plein d'autres choses. On a aussi les fonctions scroll et hscroll qui permettent de scroller ou faire défiler le contenu de la page. Scroll fait défiler le contenu verticalement, vers le bas si on lui passe un nombre positif, ou vers le haut avec un nombre négatif. Hscroll scrollera vers la droite avec un nombre positif, ou vers la gauche avec un nombre négatif. Après, on a les fonctions du clavier. Donc avec PyAutoGUI, on peut écrire des chaînes de caractères avec la fonction write. On peut aussi ajouter des options comme intervalle pour écrire la string plus lentement. Et puis, on peut appuyer avec des touches grâce à la fonction press. Donc la fonction press à qui on passe la string enter appuiera sur la touche entrée du clavier. Pour voir les chaînes de caractères qui correspondent à toutes les touches, je vous mets à l'écran la liste de toutes les touches que vous pouvez entrer dans la fonction press. Et si maintenant vous avez besoin de faire des raccourcis, vous devez laisser enfoncer les touches et puis les relâcher, ce que vous pouvez faire avec les fonctions key down et key up. Donc si on veut faire un raccourci comme CTRL-C, on peut par exemple faire PyAutoGUI.keydown de la chaîne de caractères CTRL, puis PyAutoGUI.press la chaîne de caractères C, et puis PyAutoGUI.keyup la chaîne de caractères CTRL. Et si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de contexte avec le mot with et puis la fonction PyAutoGUI.hold. On peut donc faire un CTRL-C avec with PyAutoGUI.hold la chaîne de caractères CTRL, et dedans, dans le bloc, on va faire PyAutoGUI.press la chaîne de caractères C. Et puis dans les bots qu'on va faire dans ce tutoriel, on va aussi utiliser les fonctions de capture d'écran. Pour faire une capture d'écran, on peut utiliser la fonction screenshot. On peut soit l'appeler sans paramètres pour faire une capture de tout l'écran, ou bien on peut lui passer une région pour ne capturer qu'une partie de l'écran. Donc on peut faire PyAutoGUI.screenshot, et puis dans les paramètres de fonction, on va écrire région égale, et région prend un tuple. Dans ce tuple, on a donné 4 valeurs. On donne le X le plus à gauche, le Y le plus en haut, et puis de combien de pixels on veut aller vers la droite, et de combien de pixels on veut aller vers le bas. Et pour pouvoir interagir avec le screenshot qu'on vient de faire, on peut récupérer le résultat de la fonction en l'assignant à une variable. Mais là, si je lance la fonction, je vois que Python me renvoie une erreur, et c'est parce que Python a besoin d'un autre module pour générer des images, le module Pillow. Donc il faut installer ce module pour pouvoir faire des captures d'écran, ce qu'on peut faire en retournant dans le terminal et en tapant pip install pillow. Une fois que c'est fait, je peux relancer la fonction et là je vois que je n'ai plus d'erreur. Donc là techniquement on a fait un screenshot mais on peut pas avoir l'image. Pour sauver l'image dans notre dossier courant, on peut utiliser la méthode .save sur la variable qu'on vient de créer. Dans la méthode save, on passe une chaîne de caractères avec le nom d'un fichier en .png et quand on exécute la ligne, on voit qu'une image est apparue dans le dossier dans lequel on se trouve, c'est le bout d'écran qu'on vient de capturer. Et puis une autre fonction qu'on va utiliser pendant ce tutoriel, on a la fonction pixel qui renvoie une couleur RGB pour des coordonnées x et y qu'on lui passe. Donc PyAutoGUI.pixel de 400-400 renverra un objet RGB avec les 3 couleurs rouge, vert et bleu qui composent le pixel à ses coordonnées. Donc maintenant mettons tout ça en pratique avec un premier cas. Disons qu'on ait un site sur lequel on a des cases qui disparaissent quand on passe le curseur dessus. Les cases sont toujours au même endroit et il y a 5 colonnes et 8 lignes. Le but est de faire passer le curseur sur tous les carrés. Donc là quand j'arrive sur ce genre de situation et que je veux faire un bot, j'essaye de décomposer le problème le plus simplement possible. Là, j'aimerais que mon curseur parcourt tous les carrés, et pour ça, je vois 2 manières de faire qui seront probablement les plus simples. On peut partir d'en haut à gauche et se déplacer ligne par ligne jusqu'à la dernière case, ou bien on peut partir du même point et traverser les carrés verticalement. Je vais opter pour la seconde option car ça fait moins de mouvements différents. Donc maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir comment me déplacer. On peut voir qu'on a 3 types de déplacements. Soit on va vers le bas, soit on va vers la droite pour changer de colonne,
colonne, soit on va vers le haut. Et aller vers le haut, c'est en fait la même chose qu'aller vers le bas, mais dans l'autre sens. Donc je me dis que si je récupère les coordonnées du milieu du premier carré, puis la distance jusqu'au milieu du carré du bas, et la distance entre deux carrés pour aller de gauche à droite, j'aurai tout ce qu'il me faut. Car je pourrais répéter ces mouvements bas, droite, haut, droite, jusqu'à la dernière case. Pour récupérer ces différents points, je vais utiliser la fonction position qu'on a déjà vue ensemble. Donc je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle getPosition.py et qui va me permettre de récupérer différentes positions tout au long de ce tutoriel. Dedans, j'importe PyAutoGUI et puis je fais print PyAutoGUI.position. Mais là, il y a un problème, c'est que si je lance le programme, il va directement s'exécuter et il va pas me laisser le temps de positionner le curseur là où je veux. Donc pour avoir un peu de temps pour pouvoir déplacer le curseur là où on veut, il faudrait ajouter un délai. Et on peut faire ça avec le module time de Python. Donc j'importe time, et puis avant mon print, je vais faire un time.sleep de 2 pour attendre 2 secondes. Maintenant, je vais avoir assez de temps pour pouvoir déplacer mon curseur et récupérer la première position qui m'intéresse, celle du milieu de la case en haut à gauche. Donc je lance mon script avec python getPosition.py et je me rends sur mon site. Je place le curseur et j'attends 1 ou 2 secondes. Je reviens sur mon IDE et là je vois que j'ai bien récupéré mon premier point. Donc je vais créer un autre fichier, celui du bot cette fois-ci, et je vais l'appeler moveMouse.py. Et ce fichier contiendra donc toute la logique du bot. Dedans, je vais prendre l'habitude de chaque fois import time et PyAutoGUI et de faire mon time.sleep2 pour avoir le temps de me déplacer avec le bot qui contrôle la souris. Et puis je vais récupérer la valeur du point qui se trouve dans mon terminal et l'assigner à une variable. Donc je copie ce qui est dans mon terminal et puis je crée une variable origin qui sera un tuple avec deux valeurs, x et y. Je peux ensuite récupérer la distance entre le milieu de cette case et le milieu de la case tout en bas. Pour ça, je relance mon programme getPosition et je me place sur le milieu de la case voulue. Et en revenant sur mon IDE, j'ai mon second point. Là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la valeur du y, car le x ne devrait pas avoir trop changé vu qu'on est toujours sur la même colonne. Donc je récupère la valeur du y et je la mets dans une variable temporaire, temp, y. Et puis finalement, je dois avoir la distance entre deux cases pour me déplacer horizontalement. Donc, je vais me mettre sur la case à droite de ma dernière position et je vais relancer le script getPosition. Je me place et j'attends. En revenant sur mon IDE, je récupère cette fois-ci le x et je le mets dans une variable temp x. Et là, pour calculer les deux distances, on doit faire deux soustractions. Donc la distance entre le y du point d'origine et temp y, c'est temp-y moins le y d'origine qu'on peut récupérer avec origine de 1. Et la distance horizontale qu'on veut entre les deux cases, c'est la distance entre temp de x qu'on vient de récupérer et le x d'origine, origine de 0. Récupérons cette distance avec deux nouvelles variables, distance x qui sera égale à temp de x moins origine de 0 et distance y qui serait égale à temp y moins origine de 1. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour parcourir les carrés. Donc on peut passer à la logique du déplacement. On doit d'abord commencer par se déplacer sur la case d'origine en utilisant ces coordonnées qui sont dans la variable origin. Et on va s'y déplacer de manière absolue avec la fonction moveTo. Donc on va faire PyAutoGUI moveTo origine 0, origine 1. Ensuite, on va se déplacer de manière relative vers le bas, ce qu'on peut faire avec la fonction move cette fois-ci. Donc je tape PyAutoGUI.move et là de combien on veut se déplacer vers la gauche, 0, car on veut rester dans la même colonne, et juste aller vers le bas, donc en x je mets 0. Par contre, on veut descendre de la distance qu'on a calculée pour l'axe y, et cette valeur se trouve dans la variable distance y. Essayons notre programme jusque-là pour voir ce qui se passe. Je lance mon programme depuis le terminal avec python moveMouse.py, et je me rends sur le site. Là on voit que mon curseur s'est placé instantanément sur la première position, mais il s'est aussi téléporté sur la dernière ligne de la colonne, et il a fait ça sans passer par les autres cases de la colonne. Pour régler ça, on doit ajouter du délai sur la fonction move, disons 700 millisecondes, car en fait il parcourt 7 cases. Donc j'ajoute 0.7 en troisième paramètre de move, et puis je relance le programme pour voir ce qui se passe. Et là, ça fonctionne nettement mieux. Donc, on a le déplacement de la case d'origine vers le bas. Maintenant, le prochain mouvement qu'on doit générer, c'est le déplacement d'une case vers la droite. Donc, je vais refaire un mouvement relatif avec la fonction move. Et là, on veut se déplacer sur l'axe de la distance entre deux cases,
distance x. Et par contre, pour y, je vais rester sur la même position, donc je mets 0. Comme on se déplace d'une seule case, je vais mettre 100 millisecondes de durée avec 0.1 en troisième paramètre. On va partir du principe que la logique est bonne et on va continuer à implémenter le bot jusqu'à la fin. Donc avec les lignes de code qu'on a pour le moment, on est sur cette case et maintenant on doit remonter. On peut utiliser la ligne de code qu'on avait fait pour descendre, sauf qu'on doit inverser la direction pour aller vers le haut plutôt que vers le bas, ce qu'on peut faire en passant une valeur négative en y, et donc là je vais simplement faire moins distance y plutôt que distance y. Ensuite on doit de nouveau aller vers la droite d'une case, donc je peux simplement copier-coller la ligne pour aller à droite, puis on doit aller vers le bas, donc je récupère cette ligne, puis à droite, puis en haut, puis à droite, et puis en bas. Testons le programme en le relançant. Donc j'ai fait python movemouse.py, et là, si vous avez bien suivi, vous devriez voir votre souris défiler sur toutes les cases, comme moi. Donc là, on a une base pour notre bot. Comme je vous avais dit en début de tutoriel, je vais garder le code le plus simple possible, mais là, on peut clairement l'améliorer. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous laisse améliorer votre script. Mais là, c'est fonctionnel et ça nous a permis de comprendre comment décomposer une situation pour traduire ça en code. Et donc maintenant, on peut passer à la suite avec le premier projet. On se retrouve sur une interface d'un jeu de clics. Le but du jeu est d'avoir un maximum de cadeaux. De base, on reçoit un cadeau par seconde et on a aussi un cadeau à chaque fois qu'on clique sur le gros cadeau. Pour améliorer la génération de cadeaux, on a des améliorations qu'on peut acheter. Et pour les acheter, on doit dépenser des cadeaux. Et comme souvent dans ce genre de jeu, plus les améliorations sont chères, plus elles sont rentables relativement par rapport aux cadeaux qu'on dépense. Certaines améliorations augmentent la génération de cadeaux par seconde, alors que d'autres augmentent le nombre de cadeaux qu'on reçoit à chaque fois qu'on clique. Donc face à un jeu comme ça, comment construire un bot? D'abord, on a une première fonctionnalité qu'on veut, c'est de pouvoir cliquer sur le cadeau comme un malade. Ensuite, quand on a assez de cadeaux, ça serait bien de pouvoir acheter les améliorations qu'on peut acheter. Et idéalement, on aimerait commencer par le bas, comme ça on essaie d'acheter les améliorations les plus rentables en premier. Donc voilà, on peut commencer à implémenter ces fonctionnalités. Je vais commencer par créer un fichier que j'appelle clickerbot.py, et pour commencer, je vais faire la fonction pour cliquer. Donc là, c'est assez simple. J'aurai quelque chose comme la fonction click de PyAutoGUI dans une boucle. Donc pour faire ça, je vais utiliser la fonction click de PyAutoGUI à qui je vais passer les coordonnées du milieu du cadeau, et je vais mettre tout ça dans une boucle. Donc pour récupérer les coordonnées du cadeau, je vais utiliser le script getPosition pour récupérer les coordonnées du curseur. Donc je lance le script avec python getPosition et je me rends sur la page du jeu et puis je mets mon curseur plus ou moins au milieu du cadeau. Après 1 ou 2 secondes, je reviens sur mon IDE et je vois que j'ai bien mes coordonnées. Dans mon fichier clickerbot, je vais créer une variable giftPose et je crée un tuple avec les coordonnées x et y du point. Ensuite, je vais importer time et PyAutoGUI et je vais faire un time.sleep de 2, comme d'habitude, pour attendre 2 secondes avant l'exécution des mécaniques de mon bot quand on lance le script. Puis, je vais essayer de cliquer sur un cadeau un certain nombre de fois. Donc, je fais une boucle for i in range 20, dans laquelle je mets la ligne PyAutoGUI.click, gift pose de 0, gift pose de 1. Et à ce niveau, je peux déjà essayer mon programme en le lançant et voir ce qui se passe. Donc, dans le terminal, je fais python clickbot.py, je me rends sur la page du jeu, et là, je vois que mon bot clique bien. Ensuite, je vais faire en sorte que le bot achète les améliorations quand il peut. Alors là, il faudrait repérer un élément visuel qui nous indique si on peut acheter une amélioration ou pas. Quand on n'a pas assez de cadeaux pour acheter une amélioration, sa case est plus sombre que si on peut. Donc on a 2 couleurs, une pour les améliorations qu'on peut acheter, et une autre pour les améliorations qu'on ne peut pas acheter. Pour ça, on peut récupérer un pixel sur chaque bouton qui nous permet d'acheter des améliorations. Si la couleur est la plus claire des deux, on clique dessus, sinon on ne fait rien. Et si vous vous rappelez, dans le fichier de commande que je vous avais montré en début de tutoriel, on avait fini par découvrir la fonction pixel. La fonction pixel prend en paramètre un X et un Y, et nous renvoie un objet RGB qui correspond à 3 couleurs qui composent la couleur du pixel, le rouge, le vert et le bleu. Donc là, il nous faudrait un nouveau fichier utile qui serait similaire à getPosition, mais qui en plus de la position nous donne la couleur du pixel à cette position. Pour ça, je vais faire une copie du fichier getPosition et puis le renommer en getColor.py. Dans ce fichier, on va d'abord récupérer la position comme avant, mais on ne va pas l'afficher avec print, on va plutôt la mettre dans une variable chords. Ensuite, je veux print chords, et puis la chaîne de caractères égale, et puis PyAutoGUI.pixel, à qui je passe les 2 coordonnées, chords 0 et chords 1.
Et voilà, c'est tout pour ces fichiers. Maintenant, on a un deuxième fichier qu'on peut utiliser qui va nous donner une position et la couleur du pixel. Donc je vais lancer le script avec python getColor.py et puis retourner sur la page du jeu. Je vais mettre mon curseur dans un espace vide d'un des boutons d'amélioration et j'attends un peu moins de 2 secondes. Donc là, je me suis mis spécialement à droite du bouton car sur la droite du bouton, il y a uniquement de la couleur de fond, il n'y a pas de texte et donc ça va pas interférer avec la couleur de mon pixel. Ensuite, je reviens sur mon IDE et je vois que j'ai bien récupéré les couleurs. Je peux mettre ces couleurs dans une variable que je vais appeler purchasableColor. Et donc en fait, pas besoin de récupérer la couleur d'une amélioration qui est trop chère, car on va juste rien faire quand c'est le cas. Mais par contre, on doit récupérer les positions des 4 améliorations, donc on va utiliser notre bon vieux fichier getPosition, et puis se rendre dans le jeu. Je vais mettre mon curseur sur la première amélioration, donc plutôt vers la droite comme je vous avais dit, car à droite, il n'y a pas de texte, il y a juste la couleur de fond. Et je vais répéter l'opération 3 fois, pour aussi récupérer les 3 autres positions. Une fois que c'est fait, je crée une variable x, dans laquelle je mets le x, qui devrait être pareil pour les 4 boutons. Par contre, les Y sont différents, donc je vais créer une variable upgrades Y qui sera une liste qui contient les 4 positions Y. Et maintenant, je vais boucler sur ces 4 positions. Pour ça, je vais faire une boucle for in avec for Y in upgrades Y. Et dans cette boucle, je vais faire pyautoGUI.click X et Y. Mais là, cette boucle va cliquer sur toutes les améliorations, alors qu'on voudrait juste cliquer sur les améliorations qu'on peut acheter. Et une amélioration qu'on peut acheter, c'est une amélioration qui a sa couleur de fond, qui est égale à purchasableColor. Donc je vais rajouter une condition if pyautoGUI.pixel x et y égale purchasableColor, et dedans, je mets ma fonction de clic. Finalement, je voudrais boucler dans le sens inverse, car là, on boucle de haut en bas, mais moi, je voudrais boucler de bas en haut. Et pour ça, on peut faire un découpage avec un pas négatif de -1. Donc, plutôt que faire for y in upgrades de y, je vais faire for y in upgrades de y, et puis j'ouvre les crochets, je fais 2 points, -1. Donc la petite astuce pour ceux qui ne connaissaient pas, mais en Python on peut parcourir les éléments d'un itérable à l'envers avec le découpage et un pas négatif. Si je lance un interpréteur Python et que je fais une liste 1, 2, 3, je peux lire cette liste à l'envers avec 1, 2, 3, et puis -1. Bref, testons maintenant le bot. Je le lance depuis le terminal et je reviens sur le jeu pour voir ce qui se passe. Et là, mon bot clique bien et après il essaye d'acheter les upgrades. Mais là, le bot s'arrête et pour qu'il continue, on devrait le relancer à chaque fois. Et pour ça, on va le mettre dans une boucle qui dure jusqu'à ce qu'on ait envie que ça s'arrête. Donc pour ça, on peut mettre tout le code pyautoGUI dans une boucle while true qui va boucler à l'infini. Et les boucles infinies, ça va me permettre de vous parler de ce qu'il faut faire quand on est parti en boucle infinie et que le bot spamme la souris, ce qui rend son arrêt compliqué. Donc je lance le script et puis je vais sur la page du jeu. Tout se passe comme prévu et le bot farm bien et il recommence plusieurs cycles avec des clics, des achats d'amélioration, puis de nouveau des clics jusqu'à l'infini. Mais là disons que j'ai assez farmé pour la journée et j'aimerais bien arrêter mon clic. J'essaye de déplacer la souris mais je vois que mon curseur se téléporte toujours vers l'emplacement du cadeau, donc comment sortir de cette situation? Si j'essaie d'aller dans mon IDE avec le raccourci clavier pour changer de fenêtre, mon bot va continuer à cliquer partout et ça va être le bordel, mais pas de panique, pyautoGUI vient avec une sécurité intégrée, qui est que si on envoie le curseur dans un des 4 coins de l'écran, le programme s'arrête. Et cette fonctionnalité s'appelle le failsafe. Donc voilà, on a fait ensemble un bot de clic qui vérifie la couleur de pixel. Maintenant, faisons un bot de clic qui regarde si une image se trouve à l'écran et qui clique dessus si c'est le cas. Comme deuxième projet, on va se retrouver sur un jeu de la taupe. Sauf que ce jeu de la taupe est un peu spécial, car la taupe peut apparaître sur n'importe quel pixel, compris dans la matrice. Donc on n'a pas des positions prédéfinies sur lesquelles on peut vérifier la couleur du pixel, ça prendrait beaucoup trop de temps de boucler sur toute la matrice. On doit plutôt prendre une autre approche, essayer de repérer puis cliquer sur l'image. Pour ça, on peut utiliser une des fonctions locateOnScreen de pyautoGUI. Donc commençons par réfléchir au code. On voudrait une boucle infinie qui regarde si l'image est là, et qui clique dessus si c'est le cas. Donc voyons déjà comment marche la fonction locateOnScreen. Je vais donc créer un fichier imagebot et importer les habituels, time et pyautoGUI. Je fais mon time sleep de 2, et puis je vais taper la fonction pyautoGUI.locateOnScreen, et on va voir ses paramètres. On voit que la fonction prend une image en paramètres, mais aussi une région, et ça tombe bien car on a une zone limitée pour les taupes, le carré. Et la fonction locateOnScreen prend aussi plusieurs autres paramètres qu'on verra plus tard dans le développement de ce bot. Donc là, il nous faudrait une image de la taupe,
et puis la région sur laquelle les taupes apparaissent. Pour l'image, je vais faire une capture d'écran qui contient la taupe, donc je me rends sur le jeu et puis je fais le raccourci pour sélectionner un bout d'écran et en faire une capture. Et voilà, j'ai l'image, mais là, dans l'image, ça comprend aussi le fond, et ça va être très compliqué pour Python de faire abstraction du fond et juste comprendre qu'il doit repérer la taupe. Ça serait mieux d'avoir une image où j'ai uniquement la taupe et un fond transparent, et pour ça, vous pouvez utiliser un site comme Remove Background qui permet de retirer le fond de la plupart des images. Donc je me rends sur le site RemoveBG, je upload mon image, et voilà, le site m'a retiré le fond, et je peux maintenant télécharger la même image PNG, mais avec le fond transparent cette fois-ci. Et sur ce site, pas besoin de s'inscrire ni de payer quoi que ce soit, on peut simplement se rendre sur la page, uploader notre image, et retirer le fond. Maintenant, je retourne dans mon IDE et je vais créer un dossier image qui contiendra toutes mes images. Dans ce dossier, je mets l'image sans fond que je viens de générer et puis je retourne dans le code. Dans la fonction locate on screen, je peux maintenant passer le chemin vers l'image, donc la chaîne de caractères image au pluriel / taupe.png, et ensuite on va récupérer la région de l'écran où les taupes apparaissent. Je vais donc utiliser mon script qui fait un PyAutoGUI position et qui affiche le résultat. Je le lance en tapant Python getPosition. Je retourne sur la fenêtre du jeu et je me place en haut à gauche du champ. Après 1 ou 2 secondes, je reviens sur mon IDE, je relance le script et là je vais me placer en bas à droite. Et voilà, j'y mets 2 points pour définir la région. Et donc, dans la fonction locateOnScreen, on peut passer une région. Et la région, c'est un tuple composé de 4 valeurs. La position X initiale, la position Y initiale, et puis combien de pixels horizontaux vers la droite on veut aller, et finalement combien de pixels verticaux vers le bas on veut aller. Les 2 premières valeurs, c'est facile, ce sont les coordonnées du premier point que j'ai capturé avec le script getPosition, qui correspondent aux coordonnées en haut à gauche du plateau. Et pour les 2 autres points, c'est la distance horizontale entre le X du premier point et celui du second point, et puis pour le Y, c'est pareil, c'est la distance verticale entre le Y du premier point et le Y du second point. On peut récupérer ces valeurs en faisant X du deuxième point moins X du premier point, et puis pareil pour Y, Y du deuxième point moins Y du premier point. Et donc voilà, grâce à ça, PyAutoGUI va regarder uniquement dans la région qui compose le carré du jeu si l'image d'une taupe est présente ou pas. Ensuite, on a d'autres paramètres intéressants dans locateOnScreen que j'utilise tout le temps dans mes bots. D'abord, il y a le paramètre Grayscale qui transforme tout en noir et blanc et ça va faciliter l'identification des images. Et pour l'activer, il suffit de mettre sa valeur à True. Et puis, il y a le degré de confiance qu'on veut. Ça va de 0 à 1, avec 1 qui est 100% de confiance et 0 qui est 0% de confiance. J'ai jamais vu un exemple où Python trouve l'image à 100%. On va souvent se retrouver dans les 0,7 ou 0,8 pour avoir 70 à 80% de confiance. Et même encore moins s'il y a des obstacles devant l'image. Disons que si par exemple il y a des monstres dans un jeu qui se déplacent derrière un décor, des fois il m'arrive de descendre jusqu'à 0,6 pour que la reconnaissance d'image fonctionne. À l'inverse, si l'image est au premier plan, vous pouvez monter et aller jusqu'à 0.8. Ici, on n'aura pas d'obstacle, donc je vais mettre la valeur 0.8. Avec tout ça, la fonction locateOnScreen est pleinement configurée et on peut mettre le résultat de la fonction dans une variable que j'appelle mole pour taupe en anglais. Et ensuite, je vais print le contenu de la variable pour voir ce qui se passe. Donc je vais essayer de lancer le programme, mais là, je vais avoir une erreur qui nous dit qu'il nous manque OpenCV pour avoir un degré de confiance sur les images. OpenCV, ça veut dire Open Computer Vision. Comme son nom l'indique, c'est un projet qui permet de repérer des choses à l'écran, et donc on en a besoin pour ce type de bot. On peut l'installer simplement avec pip, en faisant pip install opencv-python, et puis une fois que c'est fait, vous pouvez relancer votre programme, vous rendre sur le jeu, attendre 1 ou 2 secondes, et puis revenir sur l'IDE pour voir ce qui s'est passé. Là, plusieurs choses peuvent s'être produites. Soit ça a bien fonctionné et vous avez trouvé un objet de type box, soit vous avez rien trouvé du tout et Python n'a rien affiché ou il a affiché none, ou bien vous avez une erreur avec une exception PyAutoGUI image not found exception. Dans tous les cas, on va rajouter des choses au code. Donc pour prévenir l'erreur image not found exception, on va faire un try except en mettant tout le code du bloc dans un try, et puis on va récupérer l'erreur PyAutoGUI image not found exception dans un except, et dans ce bloc, on va écrire print image pas trouvée. Ensuite, on a vu qu'on avait une box. Et une box, c'est comme une région. Mais moi, j'aimerais plutôt avoir le point de centre de cette box directement. Et je peux faire ça en changeant ma fonction locateOnScreen par la fonction
locate center on screen. Et avec ces changements, ça devrait déjà beaucoup mieux fonctionner, mais on doit encore faire une chose, qui est de cliquer sur les taupes quand on les trouve. Pour ça, juste après locate center on screen, on peut faire pyauto.gui.click et passer les coordonnées qu'on récupère avec la fonction en paramètre de la fonction click. Et puis, pour que ça fonctionne à l'infini, je mets tout ça dans une boucle while true. Et comme le jeu est assez lent et que les taupes restent quelques secondes à l'écran, ça sert à rien de vérifier si une taupe est présente toutes les quelques centaines de millisecondes. Donc je vais ajouter dans la boucle un time.sleep de 0.5 pour attendre 500 millisecondes entre chaque passage dans la boucle. Donc essayons tout ça en relançant le bot et puis en se rendant sur la page de jeu. Et là, normalement, vous allez cliquer sur toutes les taupes automatiquement. Pour arrêter le bot, vous pouvez mettre votre curseur dans un des coins de l'écran ou bien retourner dans le terminal ou l'IDE depuis lequel vous exécutez votre script Python et faire un CTRL-C pour envoyer un signal d'interruption. Et passons maintenant au dernier projet. On a vu comment cliquer sur des pixels puis sur des images. Maintenant, ça serait bien d'aller plus loin et de pouvoir lire du texte à l'écran et faire quelque chose en fonction. Donc disons qu'on est un jeu dans lequel on doit arroser des plantes. Chaque fois qu'on arrose une plante, elle gagne un niveau de soif sur 20. Le jeu se finit quand toutes les plantes n'ont plus soif, donc quand elles ont toutes un niveau de soif à 20 sur 20. Seul problème, c'est que quand on arrose une plante, les autres plantes peuvent devenir jalouses et perdre un niveau de soif. Donc dans 80% du temps, on arrose correctement la plante et tout se passe bien. Dans 10% du temps, il ne se passe rien. Et dans les derniers 10%, une autre plante va perdre un niveau de soif. Le but est de satisfaire toutes les plantes jusqu'à avoir 20 sur 20 partout. Alors, quelles sont les informations qui nous intéressent dans le bot? On peut déjà clairement ignorer la partie de droite qui log tout ce qui s'est passé, et on peut aussi ignorer la partie en bas qui nous donne les stats 90-10. Plus précisément, la partie qui nous intéresse, c'est juste les boutons pour arroser, et surtout le niveau de soif sur 20. Donc là, on voit aussi que quand une plante est à 20 sur 20, l'emoji à gauche change d'une rose fanée à une rose vivante. Si on voulait, on pourrait récupérer le pixel de la rose vivante pour les 7 roses et baser tout notre bot sur cette couleur de pixel, et on cliquerait sur les boutons tant que la couleur de pixel ne correspond pas à ce qu'on veut. Mais là, le but de ce bot, c'est de lire du texte, donc on va ignorer les emojis de fleurs, et on va juste se servir de la note sur 20 et des boutons pour arroser. Donc dans un premier temps, on doit récupérer le texte pour avoir le niveau de soif sur 20, et on verra comment faire ça juste après. Aussi, on doit récupérer l'emplacement des boutons pour arroser et cliquer un certain nombre de fois. Ce nombre de fois, ça sera 20 moins le niveau de soif actuel. Donc si une plante est à 17 sur 20, il faut l'arroser 3 fois, et si elle est à 5 sur 20, il faut l'arroser 5 fois. Donc 20 moins le niveau de soif actuel. Mettons tout ça en pratique. On va faire un nouveau fichier textbot.py. Dans ce fichier, je vais importer time et pyauto.gui, et puis faire un time.sleep de 2 pour attendre 2 secondes. Ensuite, j'ai besoin du texte des valeurs sur 20, donc je vais faire un screenshot avec la fonction pyauto.gui.screenshot, à qui on peut passer une région. On va utiliser le script getPosition pour récupérer les points de la région. Donc je lance mon script getPosition et je me place. Je veux avoir bien tout le texte, donc je me mets un peu en haut et un peu à gauche de la zone. J'attends 1 ou 2 secondes, et puis je relance le script pour avoir le point en bas à droite. Et là encore une fois, je me mets un peu plus en bas à droite du dernier 20 pour être sûr d'avoir toute la région, et que les nombres ne soient pas coupés. Et donc voilà, j'ai les 2 points et donc ma région. Dans la fonction screenshot, je peux donc passer région, qui est comme d'habitude un tuple avec 4 valeurs. La première, c'est le x du premier point, la deuxième, c'est le y du premier point, et puis le troisième, c'est le nombre du pixel qu'on veut vers la droite, la différence entre le x du deuxième point et le x du premier point. Et pour la quatrième valeur du tuple, c'est pareil, c'est la différence entre le deuxième y et le premier y. Et maintenant, on voudrait voir à quoi ressemble l'image. Donc maintenant, on aimerait bien vérifier que la région qu'on a sélectionnée est bonne. On peut sauver l'image en prenant ce que la fonction screenshot retourne et en l'assignant à une variable. Sur cette variable, on peut appliquer la méthode save en lui passant un nom de fichier entre guillemets au format PNG. Maintenant qu'on a ça, on peut lancer le script. Pour lancer le script, je fais python textbot.py et puis je me rends sur la page du jeu et on va voir dans le dossier du projet si on a bien
bien l'image. Allons voir à quoi elle ressemble pour vérifier qu'on a bien tout le texte. Donc là, on doit reconnaître le texte qui est à l'image, et pour ça, on va utiliser un autre module. Ce module s'appelle PyTesseract, et il est basé sur Tesseract, qui est un projet OCR pour reconnaissance optique de caractères, et ça sert à faire exactement ce qu'on veut, donc reconnaître des caractères depuis une image par exemple. Et donc PyTesseract, c'est une adaptation Python pour Tesseract qu'on peut installer en lançant un terminal et en tapant pip install PyTesseract. En plus de ça, il faudra probablement installer Tesseract sur votre ordinateur. Pour ça, je vous mets un lien en description de cette vidéo pour la marche à suivre pour installer Tesseract en fonction de votre système d'exploitation. Revenons à notre code. Grâce à PyTesseract, on va pouvoir prendre une image et retourner une chaîne de caractères. Donc en haut de notre fichier, on peut importer PyTesseract, et puis en dessous de l'image, on va faire PyTesseract.imageToString, à qui on passe l'image qu'on vient de récupérer avec la fonction screenshot. On peut assigner le retour de la fonction imageToString à une variable que je vais appeler lines au pluriel, et puis on peut afficher son contenu avec print de lines. Et là, vous aurez probablement quelque chose de similaire à moi. Vous aurez soit les 7 notes sur 20, ou bien, comme moi dans mon cas, les 7 notes sur 20, et puis un retour à la ligne vide. Donc là, ça va dépendre de votre système d'exploitation, de la police d'écriture que vous lisez, et de son niveau de lisibilité. Dans la plupart des cas avec PyTesseract, je dois remplacer des caractères qui ont mal été lus ou qui s'ajoutent et qui devraient pas être là. Par exemple, là, techniquement sur le site, on a des espaces entre les slash, mais Tesseract n'a pas vu les espaces chez moi. Je m'attends à ce que, en fonction des nombres qu'on va lire, des fois il va avoir l'espace, et des fois il va pas le voir. Donc là, il faudra avec le temps affiner, retirer les éventuels problèmes comme les espaces, les accents et les caractères qui lit mal, et on peut faire ça avec la méthode replace de Python. Donc là, je vais retirer les éléments qui me servent pas. Je vais d'abord faire un strip pour tirer tous les espaces en début et fin de ligne, ainsi que les retours à la ligne. Et puis en fait, j'ai pas besoin du slash sur 20, donc je vais le retirer avec un replace, à qui je passe la chaîne de caractères slash sur 20, et puis une chaîne de caractères vide. Comme ça, il va prendre tous les slash sur 20 de ma chaîne de caractères, et il va remplacer ça par une chaîne de caractères vide. Finalement, je voudrais une liste de valeurs, plutôt qu'une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Pour ça, je peux split sur le symbole retour à la ligne, qui est \n. Et maintenant, je devrais avoir une liste qui contient 7 éléments, les nombres avec les 7 niveaux de soif. Ça va me permettre de boucler sur les lignes avec for line in lines, et puis afficher la ligne avec print. Ensuite, j'aimerais cliquer un certain nombre de fois. Ce nombre de fois, ça va être le nombre de fois qu'il faut cliquer pour arriver à 20. Donc si le niveau de soif est à 5, je veux que ce soit 15, il faudra cliquer 15 fois pour passer de 5 à 20. Et si le niveau de soif est 1, il faudra cliquer 19 fois par exemple. En d'autres termes, c'est 20 moins le niveau de soif actuel. Pour répéter l'action 20 fois moins le niveau de soif actuel, je vais faire une boucle for et puis mettre n'importe quel symbole parce que je vais pas l'utiliser, j'ai juste besoin de la répétition. Moi je vais mettre barre en bas. In range 20 moins line. Sauf que line c'est une chaîne de caractères. Si vous avez des bases en Python ou que vous avez suivi ma formation d'1 heure gratuite, lien en description, vous savez qu'on ne peut pas soustraire des chaînes de caractères à des entiers. Pour régler ça, on doit utiliser la fonction int sur les strings. Donc je vais transformer la chaîne de caractères qui se trouve dans la variable line en entier en utilisant la fonction int sur line. Et dans le bloc de code, pour le moment, je vais écrire print click en attendant d'avoir les positions. Donc il nous manque deux choses. Les positions du clic et savoir quand s'arrêter. On peut récupérer la position des 7 boutons pour arroser avec le script getPosition. On va faire ça, mais plutôt que lancer le script getPosition 7 fois, on va calculer un pas plutôt que noter les 7 positions en dur. Donc je lance le script getPosition et puis je me mets sur le premier bouton en faisant particulièrement attention d'être bien au milieu. Ensuite je relance getPosition et je me mets sur le deuxième bouton, toujours bien au milieu. Avec ces deux valeurs, j'ai la position du X qui ne change pas pour cette valeur, car je reste au même point sur l'axe horizontal. Et aussi, j'ai le Y du premier bouton, et puis la distance entre deux boutons qui est égale au second Y moins le premier Y. Donc j'ai juste à ajouter cette distance entre 0 et 6 fois à mon Y initial, et j'aurai la position de tous les boutons. Donc je vais déclarer la variable X, qui sera toujours la même. Je prends n'importe quel X de mes deux points, et puis je vais avoir une variable Y start, qui sera le Y de mon premier point, celui tout en haut, et puis j'aurai une variable YStep qui sera la distance entre le milieu de deux boutons, et pour l'avoir, je prends la valeur Y de mon deuxième point, moins la valeur Y de mon premier point. Et là, je peux remplacer le print click que j'avais mis en attendant par la vraie fonction click en faisant pyautoGUI.click, et dedans je mets X qui sera toujours le même, et puis YStart plus YStep,
et je dois multiplier ce step en fonction du bouton que je veux. Pour ça, je vais le multiplier par i, et i c'est égal à l'index de ligne dans lines, et on peut récupérer cette valeur i grâce à la fonction enumerate sur lines qui donne accès à la position de l'élément en plus de l'élément line en lui-même. Et finalement, on doit définir quand s'arrêter. Donc pour finir le jeu, il faut qu'on ait un niveau de soif à 20 sur 20 sur les 7 plantes. On peut faire ça de plusieurs manières. Moi, je vais faire une variable isOver que je mets à true devant la boucle. Et si j'arrose ne serait-ce qu'une des 7 plantes une fois, je la passe à false. Donc si au moins une des plantes est arrosée, on ne s'arrête pas. Ça veut dire que les plantes sont probablement pas à 20 sur 20. Par contre, si on n'arrose aucune plante, la valeur de isOver restera à true. Et si en fin de boucle, après avoir parcouru la valeur de soif de toutes les plantes et qu'elles étaient toutes à 20 sur 20, isOver sera toujours true. Et donc, on peut quitter le programme avec la fonction quit. Puis je mets toute la partie du code de PyAutoGUI dans un while true. Et maintenant, essayons le code. Donc, je le lance depuis le terminal. Et puis, je me rends sur le site du jeu. Et là, ça va prendre un peu de temps. J'observe le jeu. À un moment, quand je vois que j'ai certaines plantes à 20 sur 20, je vois que mon curseur ne va plus dessus car il essaye plus de cliquer dessus. Et puis, à un moment, le jeu s'est arrêté. J'ai toutes mes plantes à 20 sur 20. Et je peux contrôler ma souris car si je retourne dans mon terminal, je vois que le programme s'est arrêté correctement. Donc on peut aller bien plus loin et faire des bots beaucoup plus complexes, mais avec ce qu'on a vu ensemble, vous pourrez déjà faire des bots qui cliquent, qui évaluent des couleurs d'un pixel, qui trouvent des images et qui peuvent même reconnaître du texte. Les possibilités sont infinies. Imaginez qu'on reconnaisse du texte, puis qu'on envoie ça à une intelligence artificielle et qu'on fasse des choses en fonction de sa réponse. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel genre de bot vous voulez faire. Et tant que vous êtes là, YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo dans laquelle j'explique d'autres concepts de programmation essentiels que vous ne voulez pas rater.